OK. Donc, au niveau des muscles, nous- comme je l'avais dit avant, nous avons deux muscles qui sont les muscles les plus superficiels. C'est le trapèze et le deltoïde. Ensemble, ils donnent à l'épaule son contour caractéristique, c'est-à-dire l'arrondi de l'épaule. OK, l'épaule, l'arrondi de l'épaule qu'on appelle le galbe. Et c'est surtout donné par le deltoïde. Donc, le trapèze attache la scapula et la clavicule au tronc, tandis que le deltoïde attache la scapula et la clavicule à l'humérus. Trapèze et deltoïde s'insèrent sur les faces et les bords opposés de l'épine de la scapula de l'acromion et de la clavicule. OK? La scapula, l'acromion et la clavicule peuvent être palpées entre les insertions du deltoïde et du trapèze. Donc, le trapèze va permettre de faire l'élévation du bras, de la ceinture scapulaire. OK, tandis que le deltoïde va plutôt agir au niveau du bras et faire l'abduction. OK, suivant les trois faisceaux du deltoïde. Parce que le deltoïde a trois faisceaux. Faisceau antérieur fait plutôt l'antépulsion. Faisceau latéral va faire l'abduction et faisceau postérieur va faire la rétropulsion. Ensuite, nous avons donc on a le trapèze là qui est expliqué. Nous avons le tableau qui montre tous les muscles. Et c'est comme pour le membre inférieur, vous devez aller regarder au niveau du tableau. Bon, maintenant, pour parler de la mobilité de l'épaule, OK? Pour parler de la mobilité de l'épaule, nous devons voir un site qui est assez intéressant. Et ce site, c'est l'anatomie 3D. Voilà. Bon, donc ici, nous sommes, je ne sais pas, est-ce que tout le monde voit? Oui, tout le monde voit. OK. Nous sommes ici à l'anatomie 3D. Et dans l'anatomie 3D, attendez, vous avez la playlist ici. OK. Nous avons une vidéo qui est pas mal, qui parle de l'épaule, un concept dépassé. OK. Et vous avez la scapula, l'humérus et la clavicule qui sont bien expliqués. OK. Les articulations, articulation sternocostoclaviculaire avec les mouvements de l'articulation. L'articulation scapulo-thoracique et l'articulation acromioclaviculaire, gléno-humérale. Oui, tout est bien expliqué. De même que le concept de la coiffe des rotateurs fonctionnelle. Donc, je vous conseille d'aller voir le site pour voir les actions les actions des muscles et pour voir aussi la complexité de l'épaule qui est comme je l'avais dit, c'est un complexe articulaire et non pas simplement une articulation. En fait, quand il y a cinq articulations, trois vraies, c'est-à-dire entre deux os et deux espaces de glissement. Mais ce qui m'intéresse surtout, elle est un petit peu longue. Vous voyez, c'est une vidéo qui fait 5 minutes. C'est celle qui parle de l'épaule et qui nous propose un nouveau concept pour l'épaule.
OK? Donc là, on vous montre, on va reprendre. Bon, non, malheureusement, bon, il y a sa conviction. OK. Donc, la première chose qui est importante à voir, et que j'aime, c'est pour ça que j'aime cette vidéo, pardon, c'est que, premièrement, vous avez l'amplitude des mouvements de la main. OK. Mais vue de face, je vous montre ça de profil. Le cône d'amplitude. Et maintenant, attendez il y a quatre personnes que je dois admettre. Donc, on vous dit que les mouvements de l'épaule, ah, mon Dieu. OK. On vous dit que les mouvements de l'épaule, c'est un mouvement d'élévation du bras de 0 à 180 degrés et met en jeu principalement de 0 à 150 degrés. La ceinture scapulaire mobilisant les cinq articulations du complexe de l'épaule et de 150 à 180 degrés, ça va mobiliser le tronc. Donc là, de 0 à 150, et maintenant, pour arriver à 180, vous voyez, vous avez le tronc qui agit. Et vous sentez ça, lorsque vous faites le mouvement, vous sentez que l'antijabre râle sous le dos. Donc, les articulations mises en jeu lors d'une élévation du bras, les cinq articulations qui mobilisent la ceinture scapulaire au sein du complexe de l'épaule et les derniers degrés qui sont naturellement les articulations du tronc. Donc, les mouvements du bras font intervenir, comme on a dit, cinq articulations. Nous avons d'abord la gléno-humérale, ou bien la scapulo-humérale. Ensuite, la scapulo-thoracique, qui n'est pas une articulation vraie, qui est plutôt un espace de glissement. Dans la scapulo-thoracique, c'est l'omoplate qui va glisser sur le gris costal. Vous pouvez voir ça de façon, vous allez pouvoir le voir de façon plus détaillée lorsque vous allez voir les mouvements de la scapula dans l'anatomie 3D. Ce sont ces mouvements-là qui permettent de coller les épaules, d'essayer d'écarter les épaules, de coller les scapulas vers l'arrière ou bien d'avancer vers l'avant. Donc, ce sont les mouvements d'inté et de rétroversion de la ceinture scapulaire. Après ça, nous avons un autre espace de glissement qui est la chromioclaviculaire. Pardon. Nous avons une articulation vraie qui est la chromioclaviculaire entre deux os. Une autre vraie articulation qui est la sternocostoclaviculaire. Pourquoi est-ce qu'on dit sternocostoclaviculaire? Parce que vous avez toute petite participation du cartilage costal de la première côte. Et en fin de compte, la sous-deltoïdienne, qui est un espace de glissement et dans lequel nous avons une bourse séreuse qui va protéger le tendon du supraépineux de l'abrasion
de la face postérieure de l'acromion. Donc, ce sont les mouvements. OK. Donc, une élévation de 0 à 180 degrés du bras sollicite trois segments osseux. L'humérus, la scapula et son guide, la clavicule, et la colonne lombaire et la colonne thoracique. Donc, de 0 à 180. Les déplacements de ces os mettent en jeu des articulations suivant une chronologie. Ça veut dire que il y a une qui va le faire après l'autre et des proportions rigoureuses. Et c'est peut-être ça que on parle plutôt d'un complexe huméro-scapulo-rachidien ou complexe HSR lorsqu'on parle de l'épaule. Donc, le déplacement de l'humérus met en jeu de l'articulation la gléno-humérale et la sous-deltoïdienne. Le déplacement de la scapula et de son guide, la clavicule, met en jeu la scapulo-thoracique, la claviculaire et la sterno-costo-claviculaire. Donc, on vous montre les deux articulations. L'articulation claviculo-sternale, la acromioclaviculaire ici, la sternocostoclaviculaire là. Vous voyez les mouvements de ces articulations lors de l'élévation du bras. Maintenant, la partie thoracique. Et là, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que c'est ça, cette partie-là qui est un petit peu plus complexe. Donc, lors de l'élévation du bras de 0 à 180 degrés, le complexe HSR met en jeu des articulations qui mobilisent des segments osseux différents. On peut ainsi définir des secteurs correspondant aux segments osseux impliqués dans le mouvement. Il y a quatre secteurs de 0 à 45 degrés, de 45 à 90, de 90 à 150 et de 150 à 180. Bon, ces notions-là sont importantes pour comprendre certaines pathologies de l'épaule et en particulier la bursite. Et ça vous permet aussi de comprendre mieux les mouvements de l'épaule et surtout quand on va le voir, l'implication des muscles. Donc de 0 à 4, qu'est-ce qui se passe? Donc de 0 à 45 degrés, le segment osseux principalement mobilisé est l'humérus. OK? Ensuite, la gléno-humérale et la... Ouais, je déteste quand ils mettent les abréviations. Et sont donc mobilisés. On vous montre les articulations. OK? C'est-à-dire la gléno-humérale et la sous-deltoïdienne. OK? Les articulations mises en jeu, donc c'est la gléno-humérale sous-deltoïdienne et progressivement les autres articulations. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, donc je vais reprendre, vous allez voir que d'abord, c'est l'humérus qui se déplace. Ensuite, une fois arrivé aux environs de 90 degrés, on va avoir une participation de la scapula.
C'est le fameux mouvement de sonnette de la scapula. Voilà, la scapula entre en jeu et lors de l'élévation complète, elle va donc avoir une rotation de la scapula. Participation du droit. Donc, lors d'une élévation du bras, les déplacements des segments osseux sont donc ordonnés suivant une organisation, une chronologie, des proportions rigoureuses. C'est ce qu'on va voir. Donc là, vous voyez chaque segment qui va bouger et l'importance du mouvement de ces segments. C'est-à-dire là, nous avons le rachis lombaire le rachis qui ne va pas entrer en jeu. La scapula qui commence à faire ses mouvements, mais les plus grands mouvements sont donnés par l'humérus. OK, comme on le montre, scapula 7 degrés seulement, tandis qu'au niveau de la de la scapule humérale, ou bien de la gléno-humérale, nous avons 38 degrés. 65. Et c'est la raison pour laquelle quand vous mettez votre main sur l'épaule, que vous bloquez, OK, vous voyez que ça ne peut pas aller, l'élévation du bras va se bloquer aux environs de 90 degrés. Donc là, nous avons le concept des proportions qu'il nous montre. OK, à partir de 90, vous voyez que la scapula va beaucoup plus bouger et la participation du tronc de 30 degrés. Donc, élévation du bras jusqu'à 45 degrés. OK, à partir de 45, la scapula entre en jeu. Et au fur et à mesure, la participation de la scapula va être beaucoup plus grande. Et en dernier, on a le tronc. Donc là, on a vu la partie proportion. Ça, c'était évident. Maintenant, on va voir la notion du centrage de la tête. Donc, quel que soit l'angle, bras, tronc, tête, quel que soit l'angle, bras, tronc, la tête humérale conserve une position centrée par rapport à la glène. Sinon, on va avoir une subluxation ou une luxation. OK? Là, on voit que ce sont des surfaces qui ne sont pas concordantes ni congruentes. OK? Et la tête a donc tendance, pendant la rotation de la tête a tendance à monter ou à descendre. Et quand elle monte, justement, elle va coincer le tendon du supraépineux au niveau de la face inférieure de l'acromion. Et c'est pour cela que nous avons et c'est pour cela que nous avons la bosse séreuse pour quand la tête va venir monter et avoir tendance à frotter sur la comio, elle va éroder le tendon du supraépineux et nous avons la bosse séreuse qui va protéger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les structures qui vont empêcher ce trop grand mouvement de la tête humérale? Nous avons donc l'intervention des muscles qu'on appelle ajusteurs pour éviter le décentrage de la tête humérale. Donc, on a l'infraépineux, le petit rond, et en avant, on avait le subscapulaire que j'avais oublié de nommer. Voilà, subscapulaire. Ensuite, vous avez l'infraépineux et le petit rond. Ce sont les muscles ajusteurs qui vont centrer la tête.
Donc, les mouvements du bras nécessitent simultanément le déplacement des éléments osseux, donc ceux qui vont faire le mouvement, ce sont les muscles effecteurs, la fixation d'éléments osseux par des muscles fixateurs. Vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsqu'on fait l'abduction du bras ou l'élévation du bras, il faut qu'il y ait des muscles qui fixent la scapula au tronc. On va les voir avec cette vidéo. Et naturellement, le centrage de la tête humérale par des muscles ajusteurs pour éviter que la tête ne monte et vienne éroder le tendon du supraépineux. OK? Et au cours d'un mouvement de 0 à 180 degrés, certains de ces muscles peuvent inverser ou cumuler les fonctions de fixateur et d'effecteur. OK? Donc, les muscles de la coiffe, comme on avait vu, ils sont principalement ajusteurs. Donc, effecteurs font le mouvement, fixateurs vont fixer la scapula et ajusteurs vont centrer la tête humérale. Donc, les muscles effecteurs, comme on a dit, mettent en mouvement les segments osseux mobilisés. Voici. Ce que je vous disais, ce sont les muscles fixateurs. Parce que si par hasard, pas de gain muscle fixateur, ça, lorsque on allait faire des mouvements avec le bras, la scapula aurait tendance à se décoller du tronc. Donc, ce sont ces muscles qui vont fixer la scapula et vont donc s'attacher sur le rachis et sur la scapula. Tandis que les muscles effecteurs vont plutôt s'attacher sur l'humérus, soit sur la scapula, soit au niveau du tronc. Muscles fixateurs. Ensuite, les muscles ajusteurs assurent le contrôle du centrage de la tête humérale et c'est le rôle principal des muscles de la coiffe des rotateurs. OK? Mais dans ces oui, ça, c'est les muscles ajusteurs. Mais il y a le muscle ajusteur qui est le supraépineux aura tendance à faire baisser la tête. Malheureusement, on va avoir un autre muscle qui est le muscle deltoïde qui est un muscle effecteur et quand il fait l'abduction du bras, il aura lui-même tendance à faire monter la tête. Donc, avec l'âge, l'action du deltoïde va être prédominante et le supraépineux ne pourra pas empêcher la tête humérale de monter et à ce moment-là, on va avoir d'abord une atteinte de la bourse, qui est une biocide. Ensuite, une fois que la bourse n'est plus compétente, on aura l'atteinte du tendon du supraépineux. Il y aura donc une tendinite. Donc, s'il y en a qui trouvent que je parle trop vite, n'ayez pas peur de m'arrêter et de toute façon, cette vidéo-là, elle est enregistrée et je vais vous envoyer le lien après. Donc là, nous avons les muscles ajusteurs qui vont euh, contrôler le centrage de la tête. Ensuite, nous avons des muscles qui vont permettre justement, qui vont agir sur le bras et nous avons les fameux muscles du grimpeur, en avant le grand pectoral et en arrière le grand dorsal. Nous avons ici, ce sont les muscles de la force. Le nappe fait barre fixe, le nappe fait push-up. On va surtout muscler ces muscles. OK? Et pour pouvoir donner cette force au bras, ils vont donc s'attacher sur le tronc et sur l'humérus. Et voici tous les autres muscles qui sont mis en jeu. On appelle thoracoscapulaire, scapulo-huméro.
Donc, cas particulier, le grand ou le deltoïde, qui sont principalement effecteurs grâce à leurs bras de levier importants. Donc, maintenant, pour chaque mouvement, pour chaque fonction, on va avoir une couleur. Donc, la fonction de ces muscles peuvent évoluer selon les secteurs d'élévation. Donc là, nous avons fixateur, effecteur. Effecteur, ça devient rouge. Fixateur, c'est bleu. OK. Donc, ça, c'était pour comprendre l'action des muscles. Donc, vous pouvez toujours continuer. Je vous conseille de continuer à regarder toutes ces vidéos et je tiens à préciser que l'anatomie 3D de l'épaule fait partie du programme et je pourrais donc vous poser des questions dessus. Donc, on va continuer avec un nouveau chapitre. On a donc fini avec l'épaule. Et maintenant, on va voir la région scapulaire postérieure. Là, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Je vois que j'ai des questions. Oui, oh, il y a quelqu'un qui pleure. Je ne vois pas pourquoi Henri Mittler-Gaël pleure. Hmm. Je suppose que ce sont des larmes de crocodile. Et pourquoi est-ce qu'on me demande quel programme, monsieur? Bon, alors, si vous utilisez la fonction message, merci de l'utiliser pour dire des choses pertinentes. Alors, région scapulaire. Ah oui, oui, oui. Alors, l'examen d'aujourd'hui, comme il n'a pas pu se faire, il est reporté à jeudi. Bah, quoi que nous t'as oublié ça. J'ai un nouveau message, c'est quoi? OK. Donc, la région scapulaire postérieure, on va revoir des muscles qu'on connaît déjà, mais ce qui est surtout le plus important parmi la région scapulaire postérieure, c'est parce que c'est là qu'on va retrouver des trois grands orifices qui sont assez importants. Attendez, j'ai encore un nouveau message. L'épaule, est-ce qu'elle fera partie de l'examen? Mon cher, bien, on envie de dire oui. Vous savez très bien quel est le programme pour l'examen. C'est le membre inférieur. Mais comme je vois que vous avez envie que de mettre l'épaule, je peux mettre l'épaule. Moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est vous qui allez étudier. OK? Jeudi de l'autre semaine, monsieur. Non, jeudi de cette semaine, Noélie. Ben, c'est bien. Donc, je vois que vous n'êtes pas d'accord s'il y aura classe.
Non, monsieur, n'a pas. Ok, m'a pas occupé, nous, attendez. Donc, mon qui dit ici à la classe, je vais donner son nom à la police parce qu'elle est une série de bagailles que l'autre monde pas connaît. Hein? Allez, on y va. Donc, la région scapulaire postérieure, bon, occupe la partie postérieure de la scapula et est localisée au-dessous du trapèze. Mes amis, au bout, c'est maintenant que au bout se branche. Et est localisée au-dessous du trapèze et du deltoïde. Elle contient quatre muscles qui vont de la scapula proximale qui vont de la scapula à la partie proximale de l'humérus. Ce sont les muscles. Donc, on a ici, on va passer mon pointeur. OK? Donc, nous avons en haut, de haut en bas, le supraépineux. OK? Il est au-dessus de l'épine. L'infraépineux. OK? Le petit rond, ici, et le grand rond. Alors, bien que leur nom, OK, ils ont à peu près presque le même nom, mais ils n'ont pas exactement la même fonction. OK? Parce que le petit rond fait partie de la coiffe des rotateurs, mais pas le grand. OK? Donc, la région scapulaire postérieure contient aussi un autre muscle qui est le chef long du triceps brachial. On le montre ici. Qui s'étend de la scapula à la partie proximale de l'avant-bras. OK? Et cette partie, c'est l'olecane. Alors, pour bien comprendre la nomenclature des muscles, tout et tout, on trouve que les muscles ils partent de proximal à distal. Alors, le grand rond, pardon, le chef long triceps, OK, parallèle à l'humérus, va croiser les autres muscles de la région et participer, on le montre ici, à la formation de nombreux espaces à travers lesquels va passer les nerfs et les vaisseaux entrant ou sortant de cette région. OK? Nous avons un. Bravo, Nausière. Nausière vient d'arriver. Ça fait un, deux et trois. OK? Les muscles supraépineux et infraépineux et le petit rond sont des composants de la coiffe des rotateurs qui stabilisent l'articulation glenohuméral qu'on a vu. Alors, pour voir un petit peu mieux ces trois espaces qui sont créés par justement le long triceps, je vais agrandir l'image, mais on se rappelle qu'une fois que j'agrandis l'image, je ne peux plus utiliser mon pointeur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est bien dommage. On voit. Non, je ne peux pas l'utiliser. Donc, on voit bien. En dedans, nous avons l'espace axillaire médial parce qu'il est en dedans. En dehors, OK, où on va retrouver le col chirurgical de l'humérus, on va avoir l'espace axillaire latéral et en dessous, l'espace axillaire inférieur. Donc, ça, c'est dû à la longue portion du triceps. Donc, les muscles supraépineux et infraépineux ont leur origine dans les deux grandes fosses qui sont délimitées, qui sont séparées par l'épine de la scapula. OK? Et ils vont donner des tendons qui s'insèrent sur la grosse tubérosité de l'humérus. OK? Donc, je vais retirer la loupe pour pouvoir mieux me concentrer sur ça. Donc, nous avons on a le supraépineux et l'infraépineux qui se terminent par un tendon. Ensuite, on a le petit rond, tout petit ici, qui est aplati et allongé en forme de corde.
qui porte son origine sur la face plate qui est adjacente au bord latéral de la scapula, sur le tubercule infraglénoïdal. Son tendon se termine sur la facette inférieure du tubercule majeur de l'humérus qu'on retrouve ici. Donc, vous voyez tous ces muscles qui vont s'attacher presque à un seul endroit et ils vont tirer dessus et nous donner le tubercule majeur. Tandis que le grand rond va s'insérer, OK, au niveau de la gouttière des trois grands qu'on avait vu lors du schéma précédent. Maintenant, ces muscles sont bien. On va donc revoir ces muscles-là dans le fameux tableau que je vais agrandir. Donc, le supraépineux, l'action du supraépineux, fonction la coiffe des rotateurs, OK? Initiation de l'abduction du bras jusqu'à 15 degrés au niveau de l'articulation. Bon, OK? Ensuite, vous avez votre infraépineux, rotation latérale du bras au niveau de l'articulation clédo-humérale. Le petit rond, coiffe des rotateurs, rotation latérale et le chef-long du biceps. OK? Il y a extension du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. Maintenant, ces muscles qu'on avait vus vont délimiter des espaces et ces espaces-là nous donnent donc les accès à la région scapulaire postérieure. Donc, nous avons en haut le foramen suprascapulaire. Ensuite, nous avons l'espace axillaire latéral, l'espace axillaire médial et l'espace axillaire inférieur. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on puisse mieux les voir. OK? Et vous voyez, en haut, nous avons le ligament transverse qui va donc séparer les chancres suprascapulaires en un canal. Et vous allez avoir le nerf scapulaire qui va y passer, il va passer dessus et vous avez l'artère scapulaire. Ensuite, dans l'espace axillaire et médial, vous avez l'artère circonflexe scapulaire. Et dans l'espace axillaire latéral, qu'on appelait avant le quadrilatère de Velcro, vous allez avoir le nerf axillaire qui est le nerf du deltoïde et l'artère circonflexe humérale postérieure. Circonflexe veut dire qu'il fait le tour d'eux. Et en dessous, nous avons l'espace axillaire inférieur où vont passer plutôt, OK, l'artère brachiale profonde et le nerf radial qui va croiser la face postérieure de l'humérus. OK? Donc ici, vous avez les nerfs. On vous parle des nerfs, les deux nerfs importants. Bon, je les ai cités déjà. Le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire, qu'on appelait avant le nerf circonflexe. Bon, en clinique, on vous parle du syndrome de l'espace axillaire latéral. Je me demande si vous... Bon. En fait, quand je ne vais pas trop insister là-dedans parce que je n'ai jamais vu ce syndrome-là. Donc, je me demande si c'est pas une particularité. Donc, toujours, nous avons les artères et les veines. Trois artères principales sont retrouvées dans la région scapulaire postérieure. Les artères scapulaires circonflexes humérales postérieures et circonflexes scapulaires. Ces artères contribuent au réseau artériel périarticulaire de la scapula. Je le représente donc ici. Importance de ce réseau. OK? J'avais pas insisté sur les réseaux du membre inférieur parce que il n'avait pas l'importance du membre supérieur. Mais je m'explique. Tous ces vaisseaux-là permettent
au sang d'arriver au bras si l'artère axillaire, qui est l'artère principale, est un problème, elle ne fonctionne pas, soit qu'elle est obturée, qu'on a dû la ligaturer, tout et tout. OK? Donc, le cercle périarticulaire de la scapula permet justement une irrigation du membre supérieur, même si l'artère principale est atteinte. C'est pour cela que malheureusement, vous allez devoir retenir toutes ces artères-là. Vous vous rappelez, pour le genou, vous avez un cercle périarticulaire du genou. Je vous avais dit que c'était pas la peine de retenir les branches parce que si l'artère était oblitérée, c'était bouché, on allait quand même avoir la nécrose du pied. OK? Parce que ces artères-là n'étaient pas assez compétentes pour avoir l'irrigation de la jambe et du pied. Tandis que pour le membre supérieur, ce n'est pas la même chose, donc vous devez les retenir. OK, donc c'était tout pour la région scapulaire. Est-ce que vous avez scapulaire postérieur? Est-ce que vous avez des questions? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste encore 1 heure de temps. Et vous voyez, il y a un Anderson, je crois, qui vient d'arriver. Donc, j'allais terminer ça maintenant, mais je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hmm? Est-ce que Alors, vous avez... monsieur, dans ce cas, vous allez reprendre? Je vais revoir. Non! OK, je vais continuer pour qu'il ne recommence, pour qu'il ne soit pas là pour rien. C'est grâce à lui. Monsieur, Oui. lorsque vous parlez des mouvements du bras, l'un des mouvements, vous avez dit que c'est le scapulo thoracique, je ne me souviens pas. Vous avez dit que c'était l'un des OK. mouvements. Vous avez cité cinq. Vous avez dit qu'il y a trois articulations et deux, on les nomme comme des glissements. J'aimerais savoir quel est l'autre parce que j'avais entendu seulement scapulo. Tu es arrivé quand? Depuis quand vous avez commencé le cours. Depuis le début? OK. D'accord. Donc, on va reprendre ça avec l'anatomie 3D. D'accord. Donc, je vous avais demandé de regarder au niveau d'aller sur l'anatomie 3D où on vous donne, attendez 2 minutes. Oui. Donc, dans l'anatomie 3D, vous avez un tas de vidéos qui vous parlent de l'épaule. OK? Et je vous ai demandé de regarder ces vidéos. Par exemple, si on va sur la scapula, on va vous montrer la constitution de la scapula. OK? Donc, un petit triangle supérieur, tout et tout. OK? Bon, ça vous donne une idée de l'anatomie de la scapula, sa forme, tout et tout. Là, on a mis l'acromion, l'articulation avec la clavicule, le processus coracoïde avec ses deux parties, la partie verticale, la partie horizontale, sa position au niveau de la cage thoracique, vous avez la ceinture scapulaire,
Maintenant qu'on a fait de façon mécanique, on l'a décrit les différentes parties. OK, donc trois bords, deux faces, trois angles. Voilà, on parle des angles. Et après, on est supposé, avant que je me trompe, on est supposé vous donner des mouvements de la scapula. OK, donc là, on vous montre les différentes parties toujours. Voilà, les mouvements de la scapula. OK, ces mouvements-là vont vous permettre de comprendre euh, tout ce qui se passe lorsque vous faites l'abduction du bras. Quand ça part de 0 à 180 degrés, vous avez les mouvements de la scapula. Vous avez les mouvements d'élévation et d'abaissement. OK? La sonnette médiale et latérale. Bon, le tilt antérieur, je suis pas sûr. OK. Bon, maintenant que vous avez vu les mouvements de la scapula, vous allez regarder aussi la constitution de l'humérus. OK? Tout ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe lors des mouvements de l'épaule. Donc, de cette vidéo-là que j'avais vue avec vous, OK, on avait vu les muscles et leur aspect, leur fonction lors des mouvements. Maintenant, l'épaule, c'est 5 articulations. Vous avez ici l'articulation sterno-costo-claviculaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'articulation sterno-costo-claviculaire? Parce que justement, OK, vous avez ces trois os qui participent des articulations. C'est-à-dire que le sternum, ici, la clavicule et le cartilage articulaire de, le cartilage de la première côte. OK? Donc, ça, c'est la première articulation. Maintenant, deuxième articulation, donc l'articulation sternocostoclaviculaire est une articulation vraie parce que c'est une articulation qui se fait entre des os. Ensuite, vous avez une autre articulation, ce qu'on considère comme une articulation, qui est la scapulothoracique. Dans cette articulation-là, justement, on avait vu les mouvements de l'épaule. Donc, pour que ces mouvements de l'épaule se fassent, il faut bien que la scapula glisse sur la cage thoracique et on considère quand la scapula glisse sur la cage thoracique, on considère cela comme étant une articulation. OK? Donc, vous avez un tissu graisseux qui va permettre justement les mouvements qui va faciliter les mouvements de la scapula. Et cette scapula-là va pouvoir glisser sur le muscle dentelé antérieur. Il forme la deuxième articulation qui est un espace de glissement. OK? Et maintenant, on vous met la scapula. Donc, pour ceci, vous allez donc avoir, dans cette articulation, vous allez avoir plusieurs
un espace entre la aller. scapula et le dentelé et un espace entre le dentelé et les côtes. Comment Oui, fait bac? et c'était une question? Euh, Comment fait bac comme ça? Hein? Sur toi, s'il te plaît. ok. Attends, je crois que j'avais une... Ok, donc on continue. Merci de conserver votre micro fermé. Donc ça, c'est la deuxième articulation. Ok? Qui est un espace de glissement. OK? Ensuite, nous avons l'article entre deux os. Donc, on vous la montre ici. Et c'est l'articulation, nous l'avons, les segments osseux. Et la dernière articulation, oh, l'avant-dernière, c'est la gléno-humérale. Donc, articulation entre la glène et l'humérus, qu'on a vu en classe déjà. Et vous avez l'espace de glissement que, OK, qui est la sous-deltoïdienne. Voici les 5 articulations dont on parle dans la vidéo. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous sommes contentés du membre inférieur, c'est déjà trop. Je voulais juste savoir, par contre, je ne vous ai pas demandé de l'y ajouter. Le membre inférieur suffit. Mais oui, ça, c'est qui est-ce qui m'écrit cette histoire-là? Monsieur, je ne vois pas bien l'écran. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois changer de lunettes. C'est Mortimer qui n'arrive pas à comprendre quand je plaisante. Bravo, Naftali. Neftali. Donc, tout le monde avait cru que j'allais ajouter le membre supérieur dans l'examen des deux. Bon, OK. Non, monsieur, pas tout le monde. Ah, au moins, il y a une qui n'est pas égarée, c'est bien. OK? D'accord. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Le problème qu'il y a, c'est que il reste 1 heure de temps. Donc, dans cette heure de temps, il faudrait que je vois autre chose avec vous. Ou sinon, nous Non, donner le temps monsieur, vous d'aller préparer pouvez l'examen de aussi. Oui, jeudi. voilà. Mais, l'examen de jeudi, c'est censé être déjà prêt, puisque vous devriez le faire D'après aujourd'hui. Non, vous, monsieur. justement, pas Mais d'après vous nous. devriez faire l'examen aujourd'hui. Donc, vous êtes prêts? On a Non, dit là. D'après monsieur. vous, Hein? d'après vous. C'est quoi vos excuses foireuses? Le pays était là, nos cerveaux aussi. Alors, parce que le pays est là, que je dois loquer mon cours aussi et m'arrêter là? En Hmm? fait, Maybe. monsieur, il y a Hein, certains ça c'est... d'entre nous qui ont dormi dans la rue. Voilà. Oh, mes amis, c'était des femmes, il fallait venir dormir chez moi. Ma femme vous aurait donné un endroit où dormir, oui. Et puis elle aurait fait toute la nuit à vous surveiller pour que vous ne veniez pas me trouver, ou bien que je ne vienne pas vous trouver. C'est La, pro- Milan, c'est Milan ou est Myland? Vous avec vos prénoms, accouchez dehors. OK? On pourrait rigoler ensemble. Myland, tu vas bien, Milan, tu vas
vas m'inviter quelque part pour qu'on puisse rigoler. Ah, attends, mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est qui est-ce? Oh, il s'appelle iPhone, c'est bien, j'adore. OK. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Donc, normalement, on devrait voir, c'était quoi qu'on devrait voir? Euh, Ah, la région axillaire. Ouais, bon. La région axillaire, son gros bout. On va regarder 42 slides. Bon, OK. On verra la région axillaire au prochain cours. Donc, ça veut dire lundi, vu que jeudi est réservé pour l'examen qui vous fait tant et qui vous fait tant peur, qui est l'examen du membre inférieur. OK? Donc, je vais vous laisser. Il y a un certain Monsieur, Charles qui l'a excusez-moi. Oui. C'est de la méchanceté, oui? De vous faire composer? Non, comme quoi vous allez trop vite avec le membre supérieur. On a le temps, oui. C'est l'examen final, c'est en avril pour la première session. En avril? Oui, monsieur. Mhm. Donc, on a le mois de mars. Mais tu oublies tu oublies qu'il va y avoir des sessions pratiques. Ça va nous prendre à peu près une semaine pour que vous sachiez comment prendre votre tension artérielle. Et il y aura une autre semaine où on va avoir les 2 jours qui vont être dévolus à apprendre à mettre un soluté. Donc, je vais pas trop vite. Alors, La monsieur, preuve, pourquoi pas 2 cours par région? pourquoi pas? 2 cours par région. Oui, c'est ce que j'ai fait pour la dernière région qu'on a vue. J'ai fait 2 cours. Si tu vois bien, je fais 2 cours par région, sauf que la région scapulaire postérieure, c'était impossible de faire 2 cours par région parce que si je... Oui, bonjour toi-même. Non, je parle à mon chat. Parce que si je regarde bien, la région scapulaire postérieure, c'était 7 slides. Vous pensez réellement que je peux faire 7 slides en 2 cours? Hmm? D'accord, monsieur, merci. L'examen sera écrit. Ok, rien que pour vous embêter, je vous donnerai des questions à préparer, mais ça ne veut pas dire que je vais poser simplement ces questions. Mais monsieur, ce sera des quiz ou des questions à élaborer? Je laisse planer le suspense. Suspense. Étudiez, du moment que vous étudiez, vous allez toujours arriver à répondre. C'est bizarre, il n'y a pas d'hommes dans cette promotion, ou bien les hommes sont tellement prêts qu'ils ne posent pas de questions. Il n'y a que des filles. Mhm. Henri Midley Gaël vient de ce... Wow! J'arrive à comprendre qu'on soit Lindsay Style estimable. J'arrive à comprendre qu'on soit en retard au cours. Mais vous devez simplement vous brancher. Pourquoi est-ce que vous êtes en retard? On est Ça, en ouais, Haïti, monsieur. On est en Haïti. Problème de oui, oui, connexion, oui. problème J'ai de affaire à des temps, tout ça Haïtiens. existe. Mhm. OK. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Donc, jeudi, si jeudi, on ne peut pas faire d'examen, jeudi, on verra le- la région axillaire qui va prendre. La région axillaire me prend au moins 3 cours parce que c'est une région qui est Monsieur, très excusez, monsieur. dense. Ah, un homme, pardon, J'ai j'ai une question, monsieur. Vous vas-y. avez les questions à préparer, pas, monsieur? Hein? Je Quand sais est-ce pas, il que faut que je les vous... prépare d'abord. Ah, ok, merci. Et j'insiste sur le point que les questions à préparer, je vais en prendre quelques-unes là-dedans. OK? À peu près, les questions à préparer représentent à peu près le tiers des questions que je vais vous poser
Pour l'examen des 2 tiers, je ne vais pas vous les donner. OK? Pas de problème, monsieur. Au moins, c'est D'accord. mieux. D'accord. Au revoir tout le monde. On va donc s'arrêter là. Et peut-être à jeudi en présentiel pour l'examen. Bien, ce sera en ligne pour le prochain. Au revoir.